Merci pour votre courage d'être encore là au salon. Presque fin de deuxième journée. Donc, je suis Isabelle Granger de la Chambre de commerce d'Ille-et-Vilaine. J'accompagne aussi bien les vendeurs que les acheteurs. Donc côté vendeur, tous les ressortissants de la Chambre de commerce, et côté reprise, plutôt la reprise de PME. Mes collègues qui accompagnent la création et la reprise de fonds de commerce accompagnent plus les TPE, et donc j'accompagne les repreneurs de PME. Donc à mes côtés, deux repreneurs que j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner, donc Aubert et Rodolphe. Je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Bonjour, donc je suis Aubert Loury, j'ai 45 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des groupes de restauration et j'ai quitté mon dernier emploi l'été dernier, en août 2022, et je suis en recherche depuis, on va dire globalement, le mois de décembre l'année dernière. Bonjour, Rodolphe Cloître. Donc moi j'ai travaillé 35 ans dans un grand groupe dans les télécoms et réseaux. Et j'ai repris il y a 5 ans une menuiserie, une entreprise de menuiserie. Voilà, l'un qui est encore en recherche et un qui a déjà repris. Vous avez compris les différents profils. Quand on se demande si on est prêt, on va se poser un grand nombre de questions. Donc vous allez avoir beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Vous êtes prévenus. Donc on va vous dire un petit peu qu'il faut vraiment se regarder dans le miroir quand on envisage de reprendre une entreprise. Et donc savoir si on est fait pour ça, c'est pas évident. Donc là on va faire un peu un grand tour d'horizon des questions à se poser. Avez-vous envisagé la création ou la reprise? Envisagez-vous une franchise? Avez-vous bien conscience des contraintes, des responsabilités, aussi bien financière que morale? J'aime utiliser le mot d'assumer le rôle de chef d'entreprise. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est fait pour moi, globalement, en termes plus de savoir-être? Et donc, on va vous parler un petit peu des différentes compétences qu'il faut souvent réunir pour réussir son projet de reprise. Il y a des savoir-être, être prêt effectivement à tout risquer, mais il faut aussi avoir de l'argent pour changer. Il faut donc un apport financier. Il faut des compétences de manager, des compétences de RH, des compétences de financier, des compétences commerciales. On parle souvent de la multicasquette du chef d'entreprise, et ça s'applique évidemment à la reprise d'entreprise. Donc avant, à côté de cette question de la volonté d'entreprendre, qui était la première des slides, eh bien, il y a aussi tout ça qu'il faut pouvoir réunir pour se donner les chances de réussir son projet de reprise. Alors, Aubert, combien de casquettes avez-vous sur la tête? Casquettes c'est une bonne question, ça. J'ai beaucoup de casquettes. Donc si je reprends la casquette de la volonté d'indépendance, c'est clairement été un déclencheur, moi, pour ma démarche. Et en termes de casquette au quotidien, un repreneur doit être extrêmement multitâche. Il y a d'abord une casquette, je dirais, de chercher la conciliation et l'accord avec son conjoint ou sa conjointe, puisque c'est un projet personnel, mais dans lequel on embarque son couple, voire sa famille. J'ai une autre casquette qui est la casquette donc il faut sans arrêt impliquer, on va dire, en l'occurrence ma femme, dans la réflexion et la tenir au courant, puisque ça doit être un projet à deux, même si elle n'a pas vocation à être dans l'entreprise. Après, il y a une autre casquette qui est vraiment d'être chercheur, donc il faut aller chercher les opportunités, et pour ça, il faut activer son réseau. Donc activer son réseau, ça passe par participer à des groupes, être avec ses pairs, chercher des intermédiaires. Il y a une autre casquette qui est la casquette d'analyse financière. Quand on a trouvé des dossiers, il faut savoir étudier un dossier. Et une casquette de se chercher soi-même aussi, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour réussir dans notre future entreprise.
Merci. Rodolphe, avec quelle casquette êtes-vous arrivé sur le sujet de la reprise d'entreprise et quelle casquette avez-vous dû endosser une fois que vous avez repris ? J'étais patron de centre de profit, donc toute la partie, toute la casquette gestion, de production, de marge de production, de résultats, je la maîtrisais assez bien. La casquette managériale, je la maîtrisais également. Même s'il ne faut pas confondre les deux. Quand on sort d'un grand groupe, on travaille avec plein de services transverses, ce qui n'est pas le cas quand on reprend une entreprise. Vous êtes seul, donc c'est des nouvelles casquettes qu'il faut acquérir. Et la casquette de s'adapter au quotidien au management d'une entreprise. Je dis ça pour l'avoir vécu, c'est-à-dire qu'il faut conserver les effectifs au mieux, au moins dans un premier temps. Il ne faut pas que les gens s'en aillent, c'est compliqué à gérer. Et puis après on avance, on fait le dos rond. Et on avance parce qu'on rencontre forcément on a des bâtons au travers de nos roues régulièrement quand on commence. Et donc on apprend, on avance, saute bien encadré, bien structuré, bien accompagné et mettre tout ça en place. On n'a pas entendu tout à fait la dernière casquette. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro ? La dernière casquette, c'est qu'il faut savoir faire le dos rond, dans le sens où on rencontre des difficultés, nécessairement au commencement, sur les premiers mois, les premières années. Donc il faut savoir s'adapter, et en termes de management, et en termes d'activité. Et ça passe quand on a envie. C'est pas une question d'avoir le choix ou pas. Il faut avoir envie de reprendre une entreprise. Une fois qu'on l'a reprise, on se pose plus les mêmes questions. Donc je vous ai parlé effectivement de la vie professionnelle et on va se demander un petit peu, est-ce que je quitte sans regret ma situation actuelle ? Et justement, est-ce que ma famille ne sera pas en difficulté ? Et puis, les finances. Combien d'argent puis-je mobiliser ? Est-ce que j'ai les moyens suffisants ? Combien ça va me coûter tout ça ? Est-ce que vous avez bien chiffré, chacun sur votre projet, la nécessaire épargne familiale, souvent, qui était vitale pour pouvoir mener le projet ? Alors, Robert, c'est peut-être plus flou que Rodolphe, qui a déjà fait ses comptes depuis fort longtemps. Non, alors dans les comptes, je dirais qu'il y a deux grandes pochettes. Il y a deux grandes poches. Il y a la première, c'est l'épargne éventuelle qu'on a et qui va servir d'apport personnel pour acheter l'entreprise. Effectivement, quand je disais qu'il faut impliquer son ou sa conjointe dans le projet, ça fait évidemment partie de la discussion sur laquelle il faut s'aligner. Quelle est la partie de l'épargne du couple ou de la famille que je suis prêt à risquer. Nous, dans notre cas, on a en fait notre ciblage géographique, mon ciblage géographique, c'est en Bretagne. On était en région parisienne. Donc on a décidé de vendre notre résidence principale. Et donc une partie de la vente va servir à investir dans l'entreprise. Donc c'est une vraie décision familiale. Et la deuxième poche, c'est que moi j'ai quitté mon dernier emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et donc effectivement, ça implique que j'ai 2 ans d'allocation chômage. Et que ces 2 ans, c'est du temps, on va dire, financé pour chercher mon entreprise. Donc je sais que pendant 2 ans, j'ai globalement des revenus qui tombent, bien que je ne sois plus en poste. Donc voilà sur la partie argent. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets. Alors oui, ça me fait un petit peu un petit rebond de conseils. Sachez qu'effectivement, si l'origine des fonds vient du couple, l'entreprise appartient au couple, même si madame n'y met jamais les pieds. Donc attention à la nature du contrat de mariage ou du Pacs, la date du Pacs, pour savoir si effectivement cette entreprise appartient uniquement à vous ou au couple.
On a vu des cas où malheureusement un couple s'éteint, soit divorce, soit décès. On va parler du divorce, ça fait moins mal. Eh bien, dans le cas du divorce, le repreneur peut se retrouver à devoir racheter la moitié de l'entreprise qu'il a fait fructifier pour en rester propriétaire, puisque madame veut sa partie et que vous n'allez pas rester en indivision sur l'entreprise. Donc, attention à l'origine des fonds et à votre régime matrimonial. Voilà, je ne sais pas si Aubert, vous avez fait un point là-dessus. Si. Très bien. Et Rodolphe, comment ça s'est passé financièrement parlant? Vous aviez fait vos comptes? Nous, on a fait le point il n'y a pas longtemps, donc je plaisante. Oui. À partir du moment qu'on parle d'apport personnel pour acheter une entreprise, pour reprendre une entreprise, c'est forcément des grands sujets de conversation. Dans le cadre, moi j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle également avec mon entreprise, dans laquelle j'ai travaillé 35 ans. Donc ça nous a aidés. Ça fait un beau parachute du coup. Ça fait parachute. Un petit coussin. C'est un grand mot, mais un gros coussin. Un petit coussin. Donc ça nous a forcément aidé à structurer cet apport. Et puis j'avais aussi plus de 50 ans, donc j'ai bénéficié d'un accompagnement de 3 ans auprès de Pôle emploi, ce qui n'est pas neutre non plus pour se projeter. Voilà. Et vous aviez fait un point donc familial sur le budget à y consacrer? Oui, parce que c'est un projet qu'on avait déjà, donc là je reviens dans les années 2017-2018, c'est un projet qu'on avait déjà, et on s'est marié en 2015, donc c'est pile poil dedans. D'accord. Merci. Bêtise. Excusez-moi. Donc, un petit récap. La vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, le temps et l'argent. Je pense que vous avez compris l'idée. On a aussi un autre volet qui n'apparaissait pas encore dans le schéma, c'est la vie sociale. L'entourage. Donc, il y a l'entourage familial, mais il y a un petit peu tout ce qui est autour. Et donc, j'avais interrogé des repreneurs et je leur avais demandé est-ce que l'entourage vous a posé comme question. Et voilà un petit peu la liste à la Prévert qui souvent va venir finalement face aux repreneurs et qui peut être déstabilisante. Donc, Aubert, est-ce qu'on vous a un petit peu chahuté quand vous avez présenté dans votre entourage un petit peu plus éloigné que la stricte cellule familiale? Est-ce qu'on vous a un petit peu dérangé sur ces questions-là? Forcément, ça interpelle l'entourage, surtout quand on a eu une carrière, on va dire, assez linéaire. Donc les questions forcément que j'ai eues, c'est quelle entreprise tu rachètes? Sous-entendu, j'ai déjà une cible. L'autre, c'est dans quel secteur? Alors moi, dans ma situation, j'ai travaillé, comme je disais, 20 ans dans le secteur de la restauration et je ne cherche pas à racheter un restaurant ou une entreprise de restauration. Donc je dois sortir de mon secteur d'expérience et d'expertise, ce qui fait que j'ai un champ assez ouvert en termes sectoriels. Et j'ai plutôt dû procéder par élimination de secteurs pour chercher. Donc ça peut interpeller aussi mon entourage. Il y a toujours la notion de temps. Donc on dit qu'en général, un projet de reprise, c'est 24 mois. Il y en a évidemment certains qui mettent beaucoup moins de temps et d'autres qui peuvent mettre encore plus de temps. Et quand on explique à notre entourage, on va mettre 2 ans, évidemment la question c'est mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Heureusement qu'il y a Netflix. En fait, Netflix, dans la vraie vie, on n'a pas vraiment le temps d'en profiter. Parce que si on fait son travail de repreneur à plein temps, on n'a pas le temps. Et ça interpelle parce qu'on demande mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Voilà. Donc effectivement, ça interpelle beaucoup dans l'entourage. Et surtout la question qui peut revenir par rapport à des personnes qu'on peut voir régulièrement mais qui ne sont pas vraiment au fait du process, c'est t'en es où? Alors t'as signé? Voilà. Donc ça c'est les questions qu'on a autour. Et puis après il y a tous ceux qui pensent qu'on est complètement fou. Et ça il y en a beaucoup. Et je crois qu'il faut un peu de folie pour se lancer dans la reprise néanmoins. Non, pas grand-chose à rajouter puisque chaque cas va devenir un peu particulier.
Personnellement, j'étais, mis à part l'aspect familial qui avait été vu et précisé, mon entourage proche, mes amis proches étaient pour la plupart chefs d'entreprise. Et il fallait que je me mette dans une bulle. Donc typiquement, je me suis servi de ce réseau. Un, pour reprendre, deux, pour apprendre, pour échanger avec eux. Parce que je pense qu'il n'y a certes pas de règles, chaque cas est particulier, mais plus vous allez étoffer votre réseau, plus vous allez en parler, plus vous allez être rassuré, plus vous allez savoir où aller, vers quoi je m'oriente, vers quel domaine d'activité, quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise. Donc c'est un boulot quotidien qui demande d'être dans sa bulle et vraiment d'échanger au maximum et d'étoffer votre réseau. Merci. Je crois qu'on va un petit peu vite. L'idée dans tout ça, c'est vraiment d'y aller sereinement, en sachant vers quoi on va aller, puisqu'on a donc un délai très fort de recherche d'entreprise quand on est dans le secteur de la PME. Et il faut être vraiment fort sur ses appuis, fort sur ses convictions de chef d'entreprise, avoir verrouillé son apport personnel, avoir verrouillé l'engagement familial et être prêt à avoir des regards étonnants ou étonnés de point de vue de l'entourage professionnel, donc les ex-collègues, etc., ou de l'entourage familial un petit peu plus éloigné. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu de quoi on veut parler. Surtout si ça vous interroge, vous revenez vers nous et on est là pour y répondre. Après, il y a effectivement le contexte et l'environnement. Donc, le truc souvent qu'on me dit, c'est est-ce que c'est le bon moment ? Alors, ce ne sera jamais le bon moment, ou ce sera toujours le bon moment. Clairement, ça dépend de vous. Il faut vraiment être centré sur soi. Si on attend qu'il n'y ait pas de crise, si on attend que les prix baissent, si on attend que l'inflation se calme, que les taux d'intérêt redescendent, etc., ben dans 10 ans, vous serez encore en train d'attendre. Il faut que vous soyez moteur de votre projet professionnel. Il n'y aura jamais les conditions idéales. Moi, j'ai commencé sur ce secteur-là, sur ce métier-là, en 2007. Pouf, crise 2008. Pouf, si vous vous en rappelez un petit peu. Ça a piqué un petit peu. En 2009, le marché repart. 2010, on se dit, ah, ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Pouf, ni-crack de 2012. Allez, on recommence. Et à chaque crack, on se dit, bon, bah, ça va faire baisser les prix. Ben non, ça ne les fait pas beaucoup baisser, finalement. Après, on se dit, oh, on est tellement haut, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Ah bah ça descend pas. Donc attention, n'attendez pas que le contexte soit le bon. Il vaut mieux reprendre. Des fois, c'est ce que je dis malheureusement à mes repreneurs, des fois il vaut mieux reprendre trop cher, mais reprendre quand même, si on peut se le permettre, hein, tout le monde ne roule pas en Ferrari. Mais il vaut mieux reprendre trop cher et dans des mauvaises conditions que ne pas reprendre du tout. Hein. Comme dit deux grandes personnes très connues pour leur réflexion psychologique, Big Flo et Oli, hein, il vaut mieux des remords que des regrets. Donc, n'attendez pas que le contexte et l'environnement soient forcément le meilleur pour démarrer. Donc, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Donc, Aubert, justement la première, ton secteur, tu l'as élargi. Rodolphe, je crois que ta fiche de cadrage, c'était l'électricité, on est bien d'accord ? Électricité, réseau, télécom. Oui. Et tu as repris une menuiserie. Oui. Pourquoi ? Parce que... alors, le fil conducteur, c'est que j'ai un fils. Donc j'ai repris il y a donc 5 ans, j'avais 55 ans. Donc mon projet de reprise incluait, dans un monde idéal, le fait que mon fils puisse prendre la suite. Bah, c'était mon projet... Et il était dans le second œuvre, il avait fait une école d'architecture intérieure, il était maîtreur chez un menuisier, et je me suis un petit peu orienté grâce à ça. J'ai orienté mes recherches vers ces métiers-là, vers le métier de la menuiserie. D'accord, donc tu as élargi finalement oui. Sur tes compétences initiales grâce à ton fils. Absolument.
D'accord. Donc c'est pour ça que tu as élargi de cette manière-là. Et juste pour rebondir sur ce que disait Isabelle, j'ai repris en 2019, Covid en 2020, guerre en Ukraine en 2022. Voilà, on n'arrête pas, hein, donc il n'y a vraiment pas de période. Il ne faut pas se poser ces questions-là, à mon avis. Veux-tu rajouter quelque chose sur l'élargissement des activités ? Je pense qu'il faut rester très ouvert. J'ai vu un certain nombre de dossiers, je n'avais même pas idée que ce type d'entreprise pouvait, ou ce type d'activité pouvait exister. Donc c'est ça qui est assez magique, on va dire, dans le monde de la reprise. C'est qu'on s'intéresse tellement à tout et on garde les oreilles, les yeux et les antennes très ouvertes. Et donc encore ce matin, on m'a parlé d'une entreprise dont je ne soupçonne même pas l'activité. Et effectivement, c'était pas dans ma fiche de cadrage. Et je me dis pourquoi pas. Donc il faut rester super ouvert. Merci. Et donc un repreneur de PME va rédiger ce qu'on appelle une fiche de cadrage. Et dans cette fiche de cadrage, à peu près un tiers, deux tiers, un tiers où on se présente, c'est le format d'un CV synthétique, où on va justement mettre en valeur ses expériences et ses compétences développées. Et puis sur les deux autres tiers de la fiche, on va avoir le descriptif de l'entreprise idéale, celle qu'on veut absolument reprendre, celle qui n'existe pas. Et dans ces caractéristiques, on peut mettre des éléments chiffrés comme une tranche de chiffre d'affaires, un niveau d'effectif. On va indiquer son apport personnel. Mais on va aussi mettre des éléments qui sont des éléments plutôt qualitatifs, des caractéristiques. Est-ce que vous voulez une équipe autonome ? Est-ce que vous voulez plutôt un produit propre ? Est-ce que vous êtes dans le service ? Est-ce que vous voulez une clientèle B2B ou B2C ? Ou B2B2C ? Et oui, ça existe. Donc, quelle est un petit peu la caractéristique, à quoi elle ressemblerait cette affaire ? Si on ne sait pas dire qu'on cherche absolument dans l'alimentaire ou dans la menuiserie, eh bien, on doit décrire un petit peu de manière plus qualitative, un petit peu les éléments de l'entreprise que l'on vise. As-tu mis quelques caractéristiques de ce style, Aubert, dans ta fiche de cadrage ? Tout à fait. La fiche de cadrage, donc ça correspond à qui on est et dans quoi on se projette comme type d'entreprise. Donc ça inclut le secteur, donc l'activité, ça inclut aussi la géographie. Ça c'est un point essentiel également à valider déjà avec soi-même et avec son conjoint ou sa famille. Puisque la géographie peut impliquer, comme dans mon cas, la vente de sa maison ou pas, ou ça peut impliquer des trajets quotidiens ou du célibat géographique. Ça inclut aussi la façon dont on souhaite racheter l'entreprise. Est-ce qu'on souhaite être seul ou avec des associés ou avec des investissements ? Donc toutes ces informations, je les ai indiquées dans ma fiche de cadrage. Et cette fiche de cadrage, entre ma première version que j'avais faite en octobre il y a 1 an et maintenant, elle évolue parce que finalement, la vie de repreneur fait qu'on découvre de plus en plus de choses, on découvre des secteurs d'activité, soit de manière positive en disant ça peut me plaire ou au contraire je ne me vois pas là-dedans. Moi, ce qui a pas mal évolué, c'est aussi l'actionnariat. Au début, je voulais être 100% actionnaire de mon entreprise. Et finalement, j'ai vu des dossiers sur lesquels je ne pouvais pas me positionner seul. Et donc là, je me suis renseigné, par exemple, sur les fonds d'investissement, comment ça fonctionne. Et j'ai fait évoluer ce critère également pour me dire, finalement, je serais prêt à avoir des investisseurs extérieurs. Donc voilà ce qu'il y a dans la fiche de cadrage. Et cette fiche est vivante. Clairement, quand on est à la V18, on s'inquiète, mais elle est vivante. Rodolphe, tu l'avais fait évoluer, toi, à l'époque ? Oui, en fait, si tu te souviens, Isabelle, à l'époque, j'étais dans ton bureau et tu m'avais bien aidé à faire cette fiche de cadrage qui vous sert aussi de CV, qui vous sert d'accompagnement de votre business plan. Donc c'est vraiment un point clé. Cette fiche, il faut y passer du temps. Et n'hésitez pas à être dans le bureau d'Isabelle. Très bon conseil là-dessus. Attention, je gratte. Donc, l'idée n'était pas de répondre à toutes ces questions, mais plutôt de les évoquer pour vous faire comprendre que ce sont des questions à se poser. Tous les ateliers du salon ont été enregistrés, ils seront en replay disponibles à partir de demain. Donc si certains titres vous ont attiré et vous les avez manqués, c'est l'avantage d'arriver en fin de salon,
eh bien, vous pourrez bénéficier pendant 2 mois du replay sur ces éléments-là. Donc, combien de temps faut-il pour reprendre? Puisqu'on parlait du bon moment. En moyenne, c'est 18 mois. On a quelques collègues repreneurs qui nous ont fait des high scores à 36, voire plus. Notamment Covid, certains, ça a gelé leur projet, d'autres, ça les a fait repartir à l'envers. Mais la question, c'est d'abord, est-ce que je vais y arriver quoi qu'il en coûte? Donc, on a cette volonté qui fait que on est en fin de droit, mais on n'a pas repris. On repart sur un job salarié, on reconstitue des droits, où on fait des cadres en mission, du portage de manager, etc. Et on reconstitue à nouveau des droits, on essaye de ne pas taper dans sa réserve financière, et on repart à l'attaque, on refait un tour de roue. On a quelques groupes, quelques repreneurs qui ont vécu ça. Bon, Rodolphe, tu as eu la chance de finalement concrétiser assez vite. 24 mois. Oui, en gros, il m'a fallu une dizaine de mois pour cadrer mon projet et aller jusqu'à la fiche de cadrage et me mettre après dans une recherche vraiment active. Ouais, à peu près 14 mois, donc oui, on est à 20 à 24 mois. Les étapes en théorie, pour vous répondre quand même, c'est ce fameux se préparer à l'enjeu. Vous avez la chance de bénéficier de l'effet salon. Le salon n'a lieu qu'une fois par an, donc c'est l'occasion souvent pour tout le monde de se remettre bien à flot sur cette motivation. Trouver l'entreprise, donc par le biais des différentes bourses, par le biais des intermédiaires, par le biais du bouche à oreille, etc. Et puis on va, une fois qu'on a trouvé une entreprise qui est à vendre, la diagnostiquer, l'évaluer. À chaque étape, malheureusement, on peut retourner à la case départ. Donc, on va diagnostiquer, avoir des bonnes surprises ou des mauvaises, continuer ou reculer et recommencer avec une suivante. On va essayer de l'évaluer pour voir si on peut la financer et on peut monter le projet de reprise. Là encore, quand on essaye de monter le plan de reprise et qu'on voit que financièrement ou par rapport au marché, il y a moins de débouchés que prévu, ou il y a des nouveaux entrants, ou il y a des nouveaux enjeux, on va peut-être renoncer au plan de reprise et en chercher à nouveau une autre. Dis-moi, Rodolphe, tu en as visité combien? Tu en as examiné combien? Tu as fait combien d'offres d'achat avant d'arriver là où tu es arrivé? Alors, c'est une question difficile. J'ai étudié une petite dizaine de reprises. Donc jusqu'à rencontrer les cédants via des cabinets, via mon réseau, etc. J'en ai rencontré une dizaine. Sur cette dizaine, 2-3 avaient vraiment retenu mon attention. Et j'avais focalisé sur une, celle que j'ai reprise. Mais c'est compliqué. Chaque situation est différente. Une fois que vous avez vu l'entreprise, il faut que cette entreprise, vous la sentiez bien. Vous avez rencontré le cédant, vous avez visité les lieux. On va dire que sur la partie évaluation d'entreprise, ça colle à peu près. Mais vous n'êtes pas le seul repreneur. Vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. Donc un autre jeu s'installe. Donc voilà, tout est compliqué, mais tout se finit toujours bien quand on est motivé, qu'on a envie. Pour la petite histoire, l'entreprise que j'ai reprise, je l'avais perdue. Donc j'avais fait une LOI, une offre d'achat en mai 2018. J'apprends 2-3 mois après que j'avais fini 2e sur 4. Le cédant me dit ce ne sera pas vous. Il avait privilégié un repreneur qui était déjà dans le métier, qui connaissait le métier du bâtiment et de la menuiserie. Et puis il m'a rappelé en septembre 2018 pour me dire est-ce que vous êtes toujours OK? En fait, le premier repreneur n'a pas eu ses financements. Donc voilà. 6 mois après, vous repartez. Donc ce monsieur, il était du métier, mais il avait peut-être moins d'apport que toi? Il avait surtout déposé un bilan dans une autre région et n'était pas finançable. Donc il avait mauvaise réputation en banque? Il avait quelques casseroles, oui. Quelques casseroles. Et donc tu as été finalement le deuxième des rangs, mais finalement le premier.
Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir fini c'est de premier. finir premier, hein, dans tous les cas. Très bien. Et là, vous verrouillez bien l'ensemble des éléments pour pas vous faire embêter par le troisième et le quatrième. Hein, mais c'est une période sympa. Aubert, vous en êtes à combien, vous, d'examen de dossier, etc. D'examen de dossier profond, je pense une vingtaine. Et j'ai dû visiter et rencontrer 8 cédants à peu près. Alors il y a eu des cédants qui étaient finalement pas complètement cédants. Et puis il y a eu des cédants où on s'est mis d'accord que moi j'allais pas être la bonne personne. Ça peut arriver. Donc, et puis il y en a certains, il y a eu plusieurs dossiers où là je suis rentré, on va dire, dans la compétition avec déposer une lettre d'intention et voilà. Et puis aujourd'hui je n'ai pas été le repreneur qui a été finalement sélectionné. Donc je suis reparti en phase 2 de la... Vous êtes deuxième ? Vous avez fini deuxième ? J'ai été deuxième, ouais. C'est rageant. C'est rageant. C'est rageant. C'est rageant parce que pendant des semaines, on met beaucoup d'énergie et on sait qu'il ne faut pas se focaliser sur qu'un seul dossier. Mais en fait, ça prend quand même énormément d'attention et d'énergie et on finit vraiment par se projeter. Et je pense que c'est nécessaire de faire ce travail de projection aussi pour rentrer dans le dossier et trouver l'énergie et l'intérêt nécessaires pour gagner, quoi. On est obligé de se projeter dans l'entreprise qu'on vise et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on y croit de plus en plus, Et c'est vrai qu'il y a un petit effet de déception quand on n'est pas retenu. Et c'est difficile de remonter à cheval si on n'avait pas déjà quelques petites affaires dans les tuyaux. C'est vraiment important. Et donc, ce n'est pas un processus linéaire. Il faut vraiment que vous pensiez... pas fait tout à fait comme ça. Il faut vraiment que vous pensiez à vous, à vous forcer en fait à répondre, à continuer à répondre à des annonces. Rodolphe a eu une chance. C'est vraiment la petite histoire qu'on s'est racontée. Ça arrivait. Allez, moi en 16 ans, c'était la 3e fois, je crois, que c'est arrivé comme ça. Il y a eu un cas un petit peu plus compliqué que le vôtre. La personne avait été effectivement non retenue. Elle était numéro 2, elle aussi. La personne a repris. Mais erreur de casting au moment de la gestion de la boîte. Et elle l'a vendue très vite. Elle l'a revendue au bout d'1 an et demi. En parallèle, l'autre repreneur était reparti salarié pour reconstituer des droits, mais continuait à être en veille sur le marché de la reprise. Et du coup, a été contacté, imaginez bien, par le numéro 1, celui qui avait repris la boîte, pour lui demander si ça l'intéressait de la reprendre. Donc il l'a reprise, finalement la même. Il était numéro 2 lui aussi, mais il l'a reprise 2 ans plus tard. 2 ans plus tard que ce qu'il recherchait. Donc au bout de 4 ans. Mais il est heureux propriétaire de la boîte encore aujourd'hui. Et il a plusieurs projets professionnels à son actif. En plus, le risque, c'est aussi que vous preniez goût à tout ça. Beaucoup de repreneurs que j'ai accompagnés finissent par en acheter une 2e, une 3e, une 4e. On a un vrai phénomène par rapport à ça. On a pas mal de collègues dans le groupe 2. Alors, le CCRE 35, Club des créateurs repreneurs entrepreneurs d'Ille-et-Vilaine, travaille vraiment fortement avec moi, avec la CCI, sur le sujet de la reprise. Et nous avons le groupe 1 avec Aubert, qui sont les repreneurs qui cherchent activement une entreprise à reprendre. Et puis donc avec Rodolphe, le groupe 2, ceux qui ont passé le pas, ont vraiment la casquette de repreneurs et de dirigeants d'entreprise. Et dans ce groupe-là, on a quelques histoires de développement forts qui font plaisir aussi. Donc ça marche. Donc maintenant qu'on a essayé de vous répondre un petit peu à la question êtes-vous prêts ? Est-ce que vous avez des questions à poser, forcément plutôt à nos 2 témoins, dans la salle ? Alors, Rodolphe a quitté son entreprise pour venir témoigner cet après-midi. Aubert a quitté son Netflix pour venir témoigner cet après-midi. Vraiment, profitez-en. Il vous reste 5 minutes pour leur poser des questions. Vraiment, c'est important de profiter de ce salon à 200%. Il vous reste encore quelques heures pour en profiter. Je vous rappelle qu'on fait un speed meeting cédant-repreneur à 16h30. Tant qu'à faire, je fais un peu de pub. Donc, avez-vous des questions dans la salle ? La première est toujours la plus dure à poser.
Courage. On ne mord pas. Allez. Merci en tous les cas pour votre intervention. Question au tout début de votre envie de reprendre. Vers qui vous vous êtes adressé en tout premier ? Alors dans mon entourage, au-delà des personnes qui s'étonnaient ou qui continuent de s'étonner de mon parcours, j'ai 8 amis qui ont eux-mêmes repris des entreprises, on va dire, depuis ces 6-7 dernières années. Donc c'est évidemment eux que j'ai contactés en premier. Ils avaient tous un point commun. Ils avaient tous fait la formation du CRA, qui est l'Association des cédants et repreneurs d'affaires, qui est une formation qui dure 3 semaines, qui est très intense et qui prépare vraiment aux enjeux de la reprise, en couvrant tous les sujets aussi bien juridiques que analyse financière, que sourcing, que on va dire l'écosystème des intermédiaires, nous expliquer de quel type de conseil on doit s'entourer, à savoir un expert comptable et un avocat. Donc ça a été vraiment le point de départ. Ça a été pour moi de faire cette formation que j'ai faite il y a 1 an. Et donc assez rapidement après, justement, j'ai identifié un expert comptable et un avocat pour m'accompagner, notamment dans l'étude des dossiers. Et grâce au CCRE, en plus du CRA, donc moi je suis adhérent de ces 2 associations, là on rencontre une multitude de personnes. Donc on rencontre déjà les autres preneurs comme nous, dont on se crée un réseau et un réseau d'entraide, on va dire, et de conseils. On rencontre, on va dire, les repreneurs d'eux, donc ceux qui ont déjà repris. Donc forcément, on peut bénéficier de leur expérience, de leur réseau, de leur, de leurs conseils. Donc ça, c'est super important. Et de rencontrer aussi des dirigeants d'entreprise, pas forcément cédantes ou pas forcément repreneurs, mais juste pour leur demander, quel conseil vous auriez donné à un repreneur comme moi. Donc il y a le réseau d'origine, je dirais, et tous les réseaux parallèles. Et évidemment, on n'oublie pas Isabelle Granger. On peut m'oublier, c'est pas grave. De la CCI Ille-et-Vilaine, qui est un pilier du monde de la reprise, en tous les cas en Bretagne. Rodolphe, c'était quoi votre toute première porte, votre premier contact ? Le contact, vraiment le tout premier, c'était mes amis, qui étaient déjà chefs d'entreprise, qui m'ont orienté vers le CCRE 35. Donc je me suis été membre quasiment dès le départ. Mais vous êtes dans une démarche au tout début ça dépend à quel niveau de la démarche vous êtes. Si vous êtes convaincu que vous êtes fait pour reprendre une entreprise, c'est ce que vous souhaitez, la démarche devient différente. D'accord ? Mais une fois que vous êtes prêt à reprendre, tous les réseaux, il faut tout activer pour trouver l'entreprise que vous souhaitez reprendre. Voilà, c'est des démarches complètement différentes. Mais c'est vrai que faire partie d'un club comme le CCRE 35 vous permet de rencontrer des experts comptables, vous permet de rencontrer des services juridiques, des banquiers, des cabinets d'affaires, des cabinets de transactions. Et toutes ces briques sont forcément nécessaires à la reprise de l'entreprise. Mais une fois qu'on est prêt dans la démarche, actionnez le réseau pour trouver l'entreprise que vous souhaitez reprendre. Pour citer mon exemple, je prends un peu un soir avec un ami qui est chef d'entreprise à Saint-Grégoire et qui me dit « Mais attends, je vais te faire rencontrer mon expert comptable qui a une approche un peu différente de la comptabilité, si je puis dire. » C'est lui qui m'a mis en contact avec le cédant de l'entreprise. Toutes les clés sont bonnes à prendre, absolument toutes. Ça tient un peu de choses. Hein. Une autre question ? S'il n'y a pas de questions, coucou. S'il n'y a pas de questions, on va finir avec 5 minutes d'avance. Ça n'arrive jamais, ça. Bon, alors on va faire un mode à main levée. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Motivés ? Qu'est-ce qui vous fait ne pas avancer ? Qu'est-ce qui fait si vous êtes prêts à y aller ? Alors,
Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer si vous êtes prêt à y aller? Je suis au tout démarrage, mais rien a priori. Super. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer? C'est le fait de se lancer, en fait. C'est le fait de se lancer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est tellement bien au chaud dans le salariat. C'est ça le risque. C'est de voir passer les années, de voir passer les mois et de se dire j'attends. Comme un célèbre chanteur. Donc, surtout, j'ai tendance à dire, mais ça c'est mon franc-parler, mettez-vous un coup de pied au cul. Allez-y. Il faut y croire et il n'y a que vous qui pourrez être moteur de votre changement professionnel. Ok ? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais libérer le micro. Ah. Merci. Oui, bonjour. En fait, une petite question qui est destinée à vous deux. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, qu'est-ce qui vous oriente principalement vers la reprise plutôt que la création? L'élément fondamental. Moi, c'est simple, c'est que j'ai pas l'âme d'un créateur. J'ai pas l'idée ou j'ai pas voilà. Donc, si je me tournais vers la création, probablement, ça serait de la création en franchise. Puisque là, il y a un cadre, une idée. Voilà, donc, et là, pour moi, le choix de la reprise, c'est justement d'aller dans une entreprise qui est déjà lancée, qui tourne avant que j'arrive. Et moi, j'ai à continuer le mouvement et puis ensuite son développement. Mais clairement, je ne me sens pas l'âme d'un créateur. Voilà. Merci. Pareil, j'ai pas l'âme d'un créateur et j'avais pas l'âge non plus. Oui, si vous hésitez entre création et reprise, sachez qu'il y a beaucoup de repreneurs qui créent finalement. L'entrepreneuriat est à la portée de tous. L'avantage de la création, c'est que ça coûte moins cher au démarrage. Et j'entends souvent cette réplique de « j'ai pas l'âme d'un créateur ». Il n'y a pas besoin de réinventer forcément un produit méga innovant ou un service extraordinaire pour se mettre à son compte. Il suffit juste qu'il y ait un petit trou dans la raquette, un besoin insatisfait, même tout petit, et on s'y glisse et on ne va pas démarrer effectivement une industrie de zéro. Donc si effectivement on a envie de bosser dans l'industrie, ça va être compliqué de créer. Mais dans les services notamment, les investissements initiaux sont relativement faibles. Et des fois, si on veut vraiment être chef d'entreprise et qu'il n'y a rien à vendre, eh bien, ma foi, pourquoi ne pas créer ? On dit aussi souvent que les journées sont très longues pour les repreneurs parce qu'à certaines périodes, on attend. On attend le retour d'un cédant ou on attend de trouver une affaire à reprendre. L'avantage d'avoir éventuellement un projet de création en parallèle, c'est que ça peut boucher les trous en termes d'agenda. S'il y a une petite période un petit peu plus calme sur le marché de la reprise, on peut bosser son projet de création. Le juridique, le fiscal, le social, ce sont des compétences qui sont identiques. Et le commercial, bien entendu, quand on a un projet de création ou un projet de reprise. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'affaire que vous cherchez à reprendre qui est à vendre que vous ne pouvez pas devenir votre propre patron. Là, on n'est plus qu'à 2 minutes. Je veux bien prendre une dernière question s'il y en a une, et sinon je vais vous libérer. Non, mais la dame avait une question. J'avais 2 questions. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les reprises? Est-ce que les cédants cèdent plus en septembre et en janvier, comme sur le marché de l'entreprise salariée, on va dire, ou pas? Ou est-ce que c'est un flot toute l'année? Alors, il y a du flux toute l'année, mais il y a une petite saisonnalité. Il y a l'effet grandes vacances. Il y a quand même une vague à la rentrée sur septembre-octobre, et c'est le salon de novembre aussi qu'on a repoussé en fait en octobre jusqu'en novembre. C'est vrai que quand on prend ces vacances d'été et qu'on se dit oh là là, il faut y retourner en septembre, il y a quand même un certain nombre de personnes qui se bougent à ce moment-là. On a une micro-saisonnalité autour du... Enfin, je ne vois pas beaucoup de gens en janvier qui se disent au premier de l'an allez, cette année, je crée ma boîte ou je reprends ma boîte. J'ai pas ces saisonnalités-là. On a plus ou moins à peu près tout le temps les mêmes volumes chaque mois. C'est vraiment septembre-octobre, les gros mois chargés.
Et puis, des cédants, on en a tout le temps. Tout le temps. Et après, de toute manière, pour un repreneur, la première fois où je le vois, c'est pas du tout forcément la première fois où il se pose la question. Vous avez vu qu'aussi bien Rodolphe qu'Aubert sont allés voir d'abord leurs amis, leurs collègues, ont essayé d'attraper des chefs d'entreprise pour leur demander c'est quoi la vie de chef d'entreprise. Et d'ailleurs, quand je reçois en rendez-vous, ce qu'on appelle les rendez-vous découvertes, les candidats à la reprise, je leur demande est-ce que vous avez la vraie vision de ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que vous n'êtes pas en train de fantasmer sur le métier de chef d'entreprise? Parce que souvent on se dit une fois je serai patron, au moins je ne rendrai plus de compte à personne. Je ferai ce que je veux de mes journées. On a déjà entendu ça. Je crois que Rodolphe n'est pas d'accord. C'est pas tout à fait comme ça. Donc on a effectivement envie d'être chef d'entreprise pour ne plus rendre compte, mais on rend compte à son banquier, on rend compte à son expert comptable, à ses clients, à ses salariés, à ses fournisseurs. Commissaire aux comptes, etc. Donc c'est important effectivement de savoir qu'on rendra compte à tout le monde une fois qu'on sera chef d'entreprise. Donc attention à ce fantasme-là, on essaye de l'éviter. J'ai une dernière question, c'est par rapport à vos reprises d'entreprise. Donc si j'ai bien compris, vous allez changer votre secteur d'activité. Vous avez aussi changé. Ça a été quoi, c'est quoi en tous les cas les freins quand on ne fait pas partie du secteur d'activité de l'entreprise qu'on reprend? Le frein, c'est la société que vous allez reprendre. Si vous n'êtes pas du métier, vous ne connaissez pas ou peu l'activité, mais que vous avez des notions de gestion, de manager, etc., le frein, ça va être effectivement de choisir une bonne structure qui vous permette effectivement de fonctionner sans votre compétence directe et immédiate. C'est ça le frein. C'est donc s'assurer que le repreneur, que le cédant vous accompagnera peut-être plus longtemps et d'avoir quelques engagements comme ça, le temps d'apprendre le métier, le temps de l'appréhender et de le comprendre. Pardon ? Le temps d'adaptation avec le cédant. Combien de temps ? Je vais demander des engagements d'1 an. 1 an ? Oui. Et il est resté combien de temps en vrai ? Un an. 1 an ? Oui. Mon Dieu. C'est atypique. Vous êtes prévenus, c'est atypique. On a rarement un accompagnement aussi long. C'est très long. La moyenne, c'est 3 mois. Mais après, effectivement, tout est dans la relation de confiance et dans les explications et dans le fait qu'on se soit tiré dessus à boulet comment on dit ? À boulet rouge. Que ce soit tiré dessus à boulet rouge au moment des négociations va faire qu'on ne va pas avoir envie d'accompagner le repreneur, alors que si la négociation s'est passée sereinement, ou si, comme vous, le cédant a eu un gros coup de chaud, puisque le premier n'a pas eu ses financements, peut-être qu'effectivement, il a pu mettre ça dans le panier de la mariée, puisque justement, le premier qu'il avait choisi, il avait le métier. Et finalement, Rodolphe ne l'avait pas. Donc, les choses étaient dites dès le début. Rodolphe a pu négocier cet accompagnement un peu plus long, parce qu'il en avait besoin. Oui, j'étais rassuré, forcément. Et forcément, le cédant... c'est long. Ah, on va en reparler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le cédant, oui, il veut son argent. Mais souvent, il est très, très inquiet du sort de ses salariés, de ses équipes. Souvent aussi, il s'inquiète pour la vision qu'auront les clients, les fournisseurs de l'entreprise. Souvent, en plus, en établissement Guinard, le nom du cédant, s'il vous plaît ? C'était Guinard. Vous imaginez bien que si les établissements Guinard ont mauvaise réputation, même dans quelques années, M. Guinard se sentira toujours un petit peu responsable. Pour ça, j'ai pas changé de nom. Voilà, donc attention à ça aussi. Aubert, tu voulais rajouter une petite dernière réponse et on va clôturer. Effectivement, quand on s'intéresse, quand on regarde un dossier d'un secteur dans lequel on ne vient pas, c'est pour ça que je disais que dans la vraie vie, on est quand même très occupé. C'est un minimum de se renseigner sur le secteur, déjà pour démontrer notre intérêt, soit à l'intermédiaire dans le cas d'un dossier intermédiaire, soit au cédant, et avoir aussi un minimum de crédibilité et notamment de discussion avec lui, parce que si on n'y connaît rien,
on ne sait pas forcément poser les bonnes questions, on ne sait pas s'intéresser, on ne comprend pas les challenges. Donc je dirais que c'est pas une difficulté, pour moi c'est un intérêt, parce que comme ça je découvre plein de choses. Mais c'est quand même de consacrer suffisamment de temps à découvrir un minimum le métier d'une entreprise qu'on ne connaît pas. Et après, les intermédiaires, d'un côté, ils ont intérêt à présenter un minimum de candidats à leurs clients cédants, mais ils ont en parallèle leur crédibilité à conserver, à sécuriser, donc ils ne veulent pas présenter des repreneurs touristes. Donc on doit aussi gagner en légitimité à l'égard des intermédiaires et montrer qu'on s'intéresse au secteur. Donc je dirais qu'il y a deux difficultés, le temps alloué à engranger de la connaissance sur le secteur et après convaincre l'intermédiaire déjà qu'on va être crédible par rapport au cédant. Merci à tous, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Et donc il y a une petite opération cédant-repreneur à 16h30, n'hésitez pas. Donc vous retrouverez Aubert et Rodolphe sur le stand du CCRE 35. Et moi, je ne vais pas tarder à les rejoindre pour organiser cette fameuse speed meeting. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci, au revoir. Merci.